Bonjour et bienvenue à cet ERE Talk. Merci à nos intervenants d'avoir accepté notre invitation. Laure Delahousse, vous êtes directrice générale adjointe à l'AFG, Association française de la gestion financière, qui réunit les acteurs de la gestion d'actifs. Philippe Crevel, vous êtes directeur du Cercle de l'épargne et spécialiste des sujets relatifs à l'épargne, à la retraite et à la prévoyance. Alors depuis le début de la crise sanitaire, l'épargne des Français a fortement progressé. Face aujourd'hui au défi de la sortie de crise, les pouvoirs publics, mais aussi beaucoup d'épargnants s'interrogent sur la façon de mieux orienter leur épargne pour contribuer au redressement de l'économie, tout en veillant à ce que cette épargne ait un impact positif. Alors Philippe, quelle analyse portez-vous sur cette progression de l'épargne en termes chiffrés d'une part, mais aussi sous l'angle d'autre part des motivations des épargnants et puis de l'allocation de cette épargne en définitive? Depuis le mois de mars, les Français ont épargné beaucoup plus que les années précédentes, mais c'est assez logique. Pendant la période du confinement, on ne pouvait pas consommer librement, on ne pouvait pas se déplacer librement, et donc pour un certain nombre de Français, essentiellement les plus riches, évidemment que le revenu n'a pas été entièrement consommé, et que cette partie non consommée s'est transformée en épargne subie, une épargne Covid. Après le confinement, certes, on a retrouvé des niveaux de consommation assez traditionnels, en particulier sur les consommations de biens, mais les Français souhaitent maintenir une enveloppe très forte d'épargne de précaution, continuent à épargner. Et beaucoup d'incertitudes, oui. Et face aux incertitudes, face à l'angoisse de perdre des revenus, face à l'angoisse de la perte d'emploi, on maintient un très fort taux d'épargne. Cette épargne, elle est essentiellement liquide. Ce sont les dépôts à vue. Il y a aujourd'hui donc plus de 450 milliards d'euros sur les dépôts à vue, plus 50 milliards depuis le mois de mars. Donc ce surplus d'épargne, c'est à peu près 50 milliards. Le surplus d'épargne, aujourd'hui, se concentre essentiellement en dépôts à vue, en livret A et en livret de développement durable, et également les livrets bancaires. On estime que ce qui a été apporté en plus par la crise du Covid, c'est une cinquantaine de milliards qui se rajoutent au flux d'épargne traditionnel, parce que s'il n'y avait pas eu de crise sanitaire, on aurait épargné. Qui donc a épargné? L'épargnant type, c'est avant tout un urbain, plutôt un cadre supérieur, mais également les Français à faible revenu ont quand même épargné. La preuve, le livret d'épargne populaire a connu une collecte positive depuis le mois de mars, ce qui ne lui était pas arrivé depuis à peu près 10 ans. Et les jeunes également, les 18-24 ans ont épargné. Peut-être parce qu'ils étaient chez leurs parents, ou qu'ils ne pouvaient plus sortir, ne pouvaient plus faire la fête. Mais ils ont épargné. Preuve également, c'est que le livret d'épargne jeune a augmenté. Pareil, c'était un produit un peu en déshérence depuis de nombreuses années. Donc l'épargne des Français est une épargne subie, transformée en épargne de précaution, liée évidemment au poids des incertitudes que nous connaissons depuis le mois de mars. Et pour le moment, c'est vrai qu'on voit cette enveloppe gonfler mois après mois, parce qu'évidemment, la situation à la fois sanitaire et économique reste très incertaine. Très compliquée. Alors, de votre côté, Laure, quelles sont les principales évolutions que vous observez par rapport à cette épargne? Et est-ce qu'il y a des enseignements depuis le début de la crise sanitaire que vous pouvez déjà en tirer? Et je pense en particulier à l'épargne qui se constitue dans le cadre de l'entreprise, l'épargne salariale et l'épargne retraite d'entreprise. Alors l'épargne retraite d'entreprise et l'épargne salariale en général se portent bien et qu'on continue à bien se porter pendant les 6 premiers mois de l'année. On vient de publier nos statistiques à l'AFG au 30 juin 2020 donc, et on constate qu'il y a des impacts de la crise actuelle, mais on reste sur des niveaux, de bons niveaux global d'encours. On est proche des 140 milliards, donc c'est assez stable. Mais dans les mouvements qu'il y a eu sur cette épargne, on constate des évolutions par rapport aux années précédentes. On constate, contrairement à ce qui a été fait sur l'épargne, sur les livrets, sur l'épargne de précaution, que plus de gens ont perçu leur intéressement et la participation, un peu plus, on parle de 8%, ce qui est significatif mais qui n'est pas énorme, et donc que les versements ont légèrement baissé à cause de cet intéressement et cette participation que certains salariés ont préféré percevoir, peut-être placer sur les livrets à titre de précaution pour qu'elles soient peut-être totalement liquides en cas de coup dur.
et donc ces versements ont légèrement baissé. Mais ce qui est plus spectaculaire peut-être, c'est la baisse des rachats qui a qui était très forte. Et donc au total, finalement, la collecte sur l'épargne salariale en général s'est bien battue. Par ailleurs, au niveau des entreprises, on constate un mouvement très positif qui s'est confirmé pendant la crise, c'est-à-dire que, porté par les mesures de la loi Pacte et la suppression du forfait social, les petites entreprises ont continué à mettre en place des PEE, des PERCO, et aussi à mettre en place les nouveaux PER collectifs, donc les nouveaux plans d'épargne retraite collectifs prévus par la loi Pacte. Donc cette dynamique perdure, ne s'est pas arrêtée. Pendant le premier semestre, il y a plus de 30 000 entreprises qui ont mis en place des nouveaux PER collectifs d'entreprise. C'est l'effet loi Pacte. C'est l'effet loi Pacte qui se poursuit et qui, malgré la crise, s'est poursuivi. Aujourd'hui, dans la perspective de sortie de crise et de relance de l'économie, il y a beaucoup de réflexions, d'idées, de suggestions concernant cette épargne accumulée que certains considèrent un peu comme une cagnotte. Philippe, comment d'après vous cette épargne pourrait-elle être mobilisée pour contribuer plus directement à la sortie de crise et au redressement de l'économie ? C'est vrai qu'en France, dès qu'on voit une somme d'argent quelque part, on parle de cagnotte, de cassette, et il faut l'utiliser. Donc, et c'est surtout, on pense à l'État qui aurait une envie de prendre la cagnotte. Je dirais que, attention, c'est de l'argent qui a été mis de côté par des épargnants qui l'ont gagné légitimement. On ne va pas quand même mettre donc un revolver sur leur tempe pour réclamer l'argent. Ce serait d'ailleurs très contre-productif dans le sens où, dans ces cas-là, les épargnants mettraient l'argent sous le matelas et on n'en ferait rien. De même, certains peuvent imaginer d'augmenter les impôts pour favoriser les transferts. Ce serait également très contre-productif, car dans ces cas-là, pareil, les ménages, les épargnants, soit ils épargneraient davantage pour payer les impôts, soit ils n'auraient pas forcément un comportement, on va dire, proactif pour l'économie et pour l'État. C'est vrai que quand on parle cagnotte, quand on parle cassette, le concours Lépine des nouveaux produits est lancé, que certains se diraient on a un livret A, on a un livret B, pourquoi pas un livret C comme le livret Covid. La France est déjà championne du monde du produit d'épargne. On a le livret A, justement, le LDDS, le livret d'épargne populaire, le livret jeune. Je ne vais pas tous les faire parce qu'on va y passer. Voilà, on va y passer la journée. En revanche, ça n'interdit pas de réfléchir, c'est certain, sur comment réorienter cette épargne. Premièrement, il faut que chacun, à titre individuel, fasse un petit peu le bilan. Si une personne qui est menacée dans son emploi n'est pas dans la même situation qu'une personne qui a aucun risque professionnel, et celle-ci n'a pas besoin de conserver 5 à 6 mois d'argent liquide sur ses dépôts à vue, ou sur son livret de développement durable, ou sur son livret A. Il peut se poser la question, légitimement, est-ce que je dois consommer un peu plus pour me faire plaisir, c'est pas interdit, et favoriser les commerces, la vie économique, ou est-ce que je dois réorienter mon épargne pour avoir du rendement ? Parce qu'aujourd'hui, on a fait la préférence de la liquidité, de la sécurité de court terme, mais sans rendement. Donc est-ce que je ne peux pas avoir en tête l'idée de réorienter pour favoriser mon portefeuille, mon rendement, mais aussi l'économie française, en privilégiant des placements, actions, à travers des enveloppes qui sont le PEA, PME également, on peut jouer également sur le private equity, et on peut évidemment jouer sur l'assurance vie avec les unités de compte, on peut jouer sur d'autres produits comme le plan d'épargne retraite qui a été lancé le 1er octobre 2019. Donc évidemment, dans ces cas-là, on répond à d'autres objectifs. Parce que la crise Covid ne supprime pas les craintes, les problèmes à moyen et long terme. On a le problème de la retraite à financer. On sait que les Français sont très anxieux concernant leur pouvoir d'achat au moment de la liquidation de leurs droits à pension. Deuxièmement, on a également des objectifs personnels. Acheter un logement, acheter une voiture. Donc tout ceci, il faut le planifier. On n'arrête pas la vie parce qu'on a malheureusement une épidémie. Et puis, il faut également penser il faut également penser des placements en phase avec son appétence et puis également se dire qu'on peut faire des placements utiles à travers les placements favorables à la transition énergétique, tout ce qui est ISR. Aujourd'hui, c'est bien installé et offre d'ailleurs des bons rendements. Donc c'est également une des voies sur lesquelles il faut réfléchir et mieux justement gérer son argent avec ces différentes perspectives.
Alors on parle de projets à long terme, on parle aussi beaucoup de financement des entreprises, de financement des fonds propres des entreprises. Quels sont, Laure, à vos yeux, les leviers sur lesquels on pourrait aujourd'hui s'appuyer pour que cette épargne contribue mieux à l'effort de relance que les pouvoirs publics mènent aujourd'hui? Justement, quels sont ces leviers pour vous? Le point d'attention qui a été mis en exergue par le gouvernement, et on partage tous, c'est ce besoin pour sortir de la crise d'investissement des entreprises. Et pour investir, les entreprises ont besoin de fonds propres. Et ces fonds propres, on les retrouve dans des produits d'épargne classiques, donc le PE, le PER, le PEA, les unités de compte. L'épargne salariale donc, est constituée à plus de 2/3 en actions d'entreprise. Déjà. Donc déjà, c'est un moyen de financer par son épargne salariale. Quelque part, on finance les fonds propres des entreprises et donc on finance leurs futurs investissements. Et c'est aussi tout l'objectif du gouvernement à travers son plan France Relance et le label Relance qui a été lancé lundi au début de la semaine par Bruno Le Maire et qui vise à rendre plus visible, à labelliser avec un label Relance, les fonds qui investissent en capitaux propres d'entreprises françaises, dont une part de PME ETI, et qui permettent aux épargnants de donner du sens à leur épargne. Je reviens aussi sur ce que vous disiez sur l'investissement socialement responsable, la transition énergétique, le solidaire. C'est des produits d'épargne qu'on retrouve beaucoup aussi dans l'épargne salariale. Et d'ailleurs, cette année, on a constaté avec nos statistiques à l'AFG que ces produits continuaient à rencontrer un succès important avec une progression de 10% et qu'on retrouve d'année en année par rapport au versement des années précédentes. Donc il y a un vrai besoin pour les salariés, mais aussi pour les épargnants, je pense, de donner du sens à leur épargne. Et je pense que pour les jeunes, ça va être encore plus fort que ce qu'on sent aujourd'hui. La crise a accéléré cette prise de conscience. La crise a accéléré cette prise de conscience avec tous les enjeux environnementaux dont on constatait qu'ils devenaient importants, mais aussi maintenant le S de l'ESG, c'est-à-dire la santé, le social, qui devient avec l'emploi, le besoin de créer des emplois, qui devient aussi important. Donc l'épargnant, à travers sa décision d'investir, il devient vraiment acteur de son épargne, en tout cas on lui donne la possibilité de l'être, en finançant la reprise, et une reprise durable, responsable, avec des produits ISR ou même solidaires. Et puis il reste aussi cette enveloppe que la loi Pacte a améliorée quelque part, c'est le plan d'épargne retraite. Alors le plan d'épargne retraite est un des produits le plus investi en action grâce à la gestion pilotée qui est l'option par défaut. Donc on investit plus en action quand on est loin de la retraite et petit à petit on amortit la partie action pour arriver vers des supports moins volatiles. Plus sécurisés. Et donc le PER, en effet, qu'il soit d'ailleurs individuel ou collectif, permet d'investir en action donc, et de financer la relance. Et donc on mise beaucoup sur ces produits PER, sur le PEA. C'est des produits d'épargne que dans une période de crise, il faut pouvoir renforcer leur attractivité pour un peu faire le pendant avec ces livrets qui sont des placements faciles pour les Français, qui aujourd'hui ne rapportent plus rien. Et donner du sens à son épargne, financer la relance et trouver du rendement, c'est le PEA, c'est le PER. C'est passer à une épargne projet, une épargne d'intention. Qui soit réellement investi dans l'économie et qui produise. Et plus utile à l'effort. Devenir acteur de son épargne. Devenir acteur de son épargne et donner du sens à son épargne. Et on a aujourd'hui les outils pour répondre à ces deux besoins. Il faut simplement que la demande retrouve l'offre. Et puis qu'on en parle, ce qu'on a fait aujourd'hui. Et qu'on en parle. En tout cas, merci à vous deux. Relance aussi. Excellente journée. Et puis rendez-vous à nos prochains ERE Talk. Merci. Merci. Merci beaucoup.